Il y a deux genres de films de soucoupes volantes. Il y a les films où les martiens sont gentils, comme dans Rencontre du troisième type, ou même Day the Earth Stood Still. Puis il y a ceux où les martiens sont ben méchants, comme par exemple dans Independence Day. Puis le film d'aujourd'hui, c'est un film où les martiens sont très méchants. Puis ce film-là, c'est Hangar 18. Hangar 18 de 1980 de James L. Conway avec Robert Vaughn et Darren McGavin. Puis c'est supposé, d'après le générique, être basé sur une histoire vraie, en fait. Puis Hangar 18, c'est effectivement, si vous vous intéressez aux soucoupes volantes, si vous avez déjà regardé un petit peu là-dessus, Hangar 18, un peu comme Area 57, c'est un endroit physique qui est associé aux soucoupes volantes. Ça fait partie de la flotte de bâtiments de l'armée de l'air américaine. C'est un endroit qui est réputé être un lieu où le gouvernement américain conserve des débris de soucoupes volantes, puis, ou carrément des soucoupes complètes, puis parfois même des extraterrestres, là, des cadavres d'extraterrestres. Puis effectivement, c'est ça qui se passe dans le film aujourd'hui. C'est un film qui a été tourné avec la collaboration des institutions gouvernementales, en particulier la NASA. Ils sont remerciés à la fin du générique. Puis ça, c'est bien intéressant, j'ai trouvé, puis je vais y revenir dans un instant. Mais pour tout de suite, qu'est-ce que ça raconte? Ben, on a 2 astronautes, 3 en fait, quand le film commence, et ils sont donc dans la navette spatiale, et ils sont là pour déployer un satellite. J'ai cru comprendre que c'était un satellite de l'armée américaine, puis ils font des blagues là-dessus, ils sont pas supposés, personne n'est supposé savoir c'est quoi ce satellite-là, puis du coup, ils nous l'expliquent jamais, c'est juste un de ces satellites que la NASA déploie pour l'armée américaine, semble-t-il, sur une base régulière, sûrement uniquement pour des raisons pacifiques. Donc, ils déploient ce satellite, puis il y en a un qui est à l'extérieur là, pendant que ça se passe, à l'extérieur de la navette, mais justement, pendant cette opération, surgit voilà, une soucoupe volante, un étrange objet volant, avec des lumières puis tout. Il se passe un étrange accident, le satellite explose, rentre en contact avec la soucoupe volante et explose. Et un des astronautes est décapité. Celui qui était à l'extérieur, c'est ça, il se fait décapiter, il flotte dans l'espace. C'est plutôt réussi, cette petite séquence-là, puis voilà. Puis, la soucoupe volante en question, quelques minutes plus tard dans le film, atterrit au Texas et elle est récupérée par l'armée de l'air. Et il va y avoir 2 ou 3 histoires parallèles à partir de ce moment-là. Alors, nos 2 astronautes, survivants de la mission, veulent savoir ce qui s'est passé, particulièrement parce que leur camarade est mort. Donc, ils font leur enquête de manière autonome contre la volonté de leur patron. Là, c'est ça, ils vont essayer de découvrir la vérité. Et on suit une équipe de savants, dont leur patron, justement, qui est mené par le fameux Darren McGavin, qu'on reconnaît de X-Files, qui est toujours très sympathique. Lui, il va essayer c'est ça, avec son équipe de savants, ils vont analyser c'est quoi cet ovni-là, puis ils vont faire une série de découvertes de plus en plus troublantes, sur lesquelles, encore une fois, je reviendrai dans un instant. Mais ils trouvent des cadavres d'extraterrestres, il y a un langage qui finissent par décoder, voilà, puis il y a des liens avec des pyramides, waouh, ok. Le troisième filon de notre âme narrative, de notre histoire, c'est que tout ça se passe pendant une campagne présidentielle américaine. Le gars en dessous du président qui est responsable de sa campagne politique, apparemment a ben du temps libre pour s'occuper de ce genre d'affaires-là à 2 semaines de la campagne présidentielle, ben lui, il voit arriver cet événement-là, on lui apprend qu'il y a eu ces ovnis-là, puis c'est lui qui décide de garder ça secret. C'est lui, en fait, qui va mettre en place un complot pour ne pas éventer la réalité de cet événement ovniesque à la population, non seulement pour éviter la panique, bien entendu, mais parce que ça détruirait les chances du président d'être réélu. Ça le couvrirait de ridicule parce que
seuls les demeurés croient aux soucoupes volantes. Il faut être complètement imbécile pour en voir ou dire qu'on en a vu. Ça nous est dit spécifiquement, dans le film, d'après le film, là, ça nous est dit spécifiquement que le président lui-même a détruit la carrière d'un de ses prédécesseurs en lui mettant sur le nez qu'il avait dit qu'il avait vu des ovnis, ce qui a prouvé hors de tout doute que c'était un irresponsable. Et donc, c'est ça le principe. Puis effectivement, tout le monde là-dedans qui entend parler des ovnis, les classes populaires, les fermiers, tout le monde trouve que c'est uniquement les imbéciles et les fous furieux qui voient ça. Et voilà, puis ce politicien, ce chief of staff, qui est joué donc par Robert Vaughn, met en place un complot pour cacher la vérité. Au début, c'est supposé être seulement pour jusqu'à après les élections, donc 2-3 semaines, mais ça dégénère, les gens commencent à mourir à gauche puis à droite à cause de ces agents. Puis finalement, ben c'est ça. Voilà, les trois filons vont se croiser, vont s'affronter. Puis pendant ce temps-là, c'est ça, on finit par découvrir la terrible vérité sur non seulement l'origine de l'humanité, le lien avec les extraterrestres, mais le plan diabolique de ces redoutables créatures d'une autre galaxie. C'est à peu près ça. Est-ce que c'est bon? Non, c'est épouvantable. Mais il y a des affaires, comme toujours, fidèles à la mission sacrée de cette chaîne. On va commencer par dire qu'est-ce qui est bon. Il y a une couple d'affaires qui sont plutôt réussies. Bon, déjà, je l'ai mentionné, il y a Darren McGavin là-dedans. Darren McGavin puis Robert Vaughn. Darren McGavin, il est connu surtout, on l'a déjà vu sur la chaîne, il est connu surtout pour The Night Stalker, 2 téléfilms et une série télé des années 70 où un journaliste enquête sur des phénomènes paranormaux, genre des vampires, ce genre d'affaires-là. C'est ça, il a aussi joué dans X-Files, qui a été beaucoup inspiré de Night Stalker, justement. Robert Vaughn, il a joué dans bien des affaires. Il était dans Men from U.N.C.L.E. dans les années 60. Puis éventuellement, bon, on l'a trouvé, on le voit à gauche puis à droite, un paquet de trucs. Un des méchants, c'est lui qui fait le méchant principal, si on veut, dans Superman 3. Puis éventuellement, il s'est recyclé dans les télés, les annonces là, d'une heure, la télé, là, quand il nous vend un malaxeur révolutionnaire qui va changer votre vie. Là. Les infopubs. La première infopub que j'ai vue de ma vie, à la télé, quand je savais pas c'était quoi, là, avec un acteur connu, là, à 4 heures l'après-midi, c'était avec Robert Vaughn. Puis il avait l'air de vraiment se demander qu'est-ce qu'il avait fait, là, comment est-ce qu'il avait fait pour se ramasser là. Ben, c'est peut-être entre autres à cause de films comme celui d'aujourd'hui. Toujours est-il que c'est quand même toujours plutôt plaisant de le voir. Pourquoi c'est bon? La musique est très sympathique. La musique, dès le début, là, le générique du début, ça fait comme un mélange de Guerre des Étoiles, de Superman, puis de Galactica. Puis en fait, tout ça, le début, là, donc le générique, là, maintenant dont les lettres sont présentées, puis même la première apparition là, de la navette spatiale, ça fait comme un genre de Galactica du pauvre. Puis Galactica, c'est déjà la Guerre des Étoiles du pauvre, mais moi, j'aime super gros ça, Galactica, voilà. Puis c'est ça, donc la musique, ça se côté, là, un peu John Williams, là, donc c'est ça. Donc ça, c'est cool. Toute la séquence où est-ce que notre équipe de savants ont récupéré la navette, ils sont dans le hangar 18, puis là, ils vont rentrer dans la navette, puis là, ils découvrent les différents... C'est ça, ils font leur pèlerinage à l'intérieur, leurs observations, les différents trucs, là, c'est ça qu'ils trouvent. Tout ça, c'est plutôt efficace, plutôt atmosphérique. Tout ça, ça a l'air vraiment, vraiment d'un téléfilm, là, mais d'un téléfilm atmosphérique. Ça marche. Puis les Martiens, bon, ils sont morts, là, je vous vends le punch, là, mais quand on les voit, le design du monstre, des Martiens, ça marche. On les voit quelques secondes à peine. Plus tard, dans une scène d'autopsie, on les voit un peu plus, mais c'est bien tourné. C'est juste assez pour frapper notre imagination, là. Puis ils ont l'air extrêmement humains, avec des petites différences au niveau des yeux, par exemple. Ils font beaucoup penser à Prometheus, puis tout le film est très proche de Prometheus à beaucoup de points de vue. Au niveau des thèmes, jusqu'à un certain point, des prémices. Il y a des rapprochements là, à faire. Quoique le film, encore une fois, auquel il ressemble vraiment le plus, c'est Independence Day, c'est très très proche. En tout cas, mais pour finir sur qu'est-ce qui est bon, que des passes d'effets spéciaux par ordinateur des années 80, c'est cool ça.
Genre d'effet d'animation par ordinateur qu'on voyait dans le temps, un peu comme dans... j'ai Wargame en tête, mais peu importe, là, dans Octopussy avec James Bond, ce type d'effet d'animation dans Tron jusqu'à un certain point. Là. Mettons, là, OK. J'ai pas de bon exemple qui me viennent en tête, mais ce type d'animation par ordinateur-là, des années 80, c'est plutôt sympathique. On a ça là-dedans. Il y a une passe avec une passe de cascade, il y a 2 poursuites de voitures, puis il y a une passe avec un camion-citerne. Passe de cascade, plutôt réussi. Encore une fois, on cherche le positif, on est indulgent, ça marche plutôt bien, c'est le fun, là. C'est ça, un des astronautes, il faut qu'ils sortent, ils poursuivent dans un camion-citerne rempli d'essence, puis là, ils sont poursuivis par les 2 genres de mans noirs, là, puis un des 2 sort par la porte, là, comme s'il était dans la navette spatiale, il fallait qu'il sorte dans l'espace, puis il sort sur le camion-citerne, puis là, il déverse de l'huile, il va mettre le feu. Ça marche. C'est plutôt cool. Fait que, pourquoi c'est bon? C'est à peu près ça. C'est surtout la musique, les acteurs sympathiques, puis quelques bonnes passes, puis voilà. Donc, la séquence où est-ce qu'il rentre dans le vaisseau, si on éteint notre cerveau, puis qu'on se met dans l'état d'esprit d'un enfant de 8 ans en 1980, mettons, ben ouais, à ce moment-là, on peut certainement éprouver du plaisir à regarder cette séquence-là, puis jusqu'à un certain point, le film au complet. C'est parfait pour un enfant de 8-10 ans en 1980. C'est loué en VHS, là. Pour écouter un samedi après-midi ou quelque chose comme ça, ça peut être plutôt sympathique. Bon, on a un film, donc, avec le soutien officiel de la NASA, puis donc de l'appareil institutionnel américain, et dans lequel la NASA et l'appareil institutionnel américain sont gentils, vertueux et intelligents, sauf pour un politicien, mais c'est un peu la pomme pourrie. OK, c'est vraiment marginal. On a un document fait avec le soutien de l'institution qui dit que l'institution est bonne et que sa version de la vérité est vraie et que d'ailleurs tout le monde la croit. Les fermiers, les villageois, quand il y a un gars, le gars de la ville qui a vu la soucoupe volante atterrir, tout le monde le traite avec une condescendance et un mépris absolu, là. OK? C'est ça. Ah oui, c'est notre ami, mais on sait bien, il est tout le temps, il est un peu comme ça, puis tout le monde rit de lui parce que tout le monde dans le village, la petite ville, c'est ça, trouve que c'est au-delà d'imbécile. Bon, ben oui, culturellement, c'est à peu près ça la position par défaut qu'on est supposé prendre, certainement. T'sais. Puis ça fait non seulement pas sérieux parler d'OVNI, quoique là, dans les nouvelles, ces temps-ci, on en parle beaucoup, mais c'est quasiment la définition du pas sérieux. C'est parler des OVNI en public, c'est signer l'arrêt de mort de sa propre crédibilité. C'est ça que c'est. Puis, il m'est apparu que c'est un sujet où, si tu dis que tu as lu des bouquins de soucoupe volante, donc tu as regardé une partie de la littérature, ça veut dire que tu t'intéresses à ça. Puis ça veut dire donc que tu es en partant un fou furieux pas crédible. Parce qu'il y a juste les fous furieux pas crédibles qui savent pas que c'est juste les imbéciles qui s'intéressent à ça, n'est-ce pas? Fait que si quelqu'un a lu des livres de soucoupe volante, ce qui incidemment est mon cas, j'en ai lu quand même pas mal, parce que tu as lu les bouquins, tu sais pas de quoi tu parles. Puis ça rentre dans la catégorie théorie du complot, puis c'est effectivement une zone qui vient avec un certain malaise, parce que tout le monde qui croit des théories du complot a fait sa propre recherche. Le monde qui dit que le 11 septembre, c'était un complot de George Bush, le monde qui dit que personne n'a marché sur la Lune, que c'était tourné dans un studio, peu importe c'est quoi votre complot, tout le monde, forcément, a fait sa propre recherche, puis cette recherche-là, souvent, est basée sur des sources discutables, puis des conclusions peut-être hâtives, puis bon, c'est ça, ça fait quoi? Il y a un malaise autour de ça. Mais l'idée, c'est quand même, si tu as lu les bouquins puis tu as fait la recherche, en partant, c'est suspect. Tandis que si tu fais juste répéter qu'est-ce que tout le monde répète, qui est « non, c'est imbécile juste d'en parler », là, tu es sérieux, parce que tu répètes la version officielle que tout le monde a dit. Puis, sur tous les autres sujets, on peut douter de la bonne foi et de la bonne volonté du gouvernement, de l'armée, mais pas là-dessus. Sur ce sujet-là, non, pas sur ce sujet-là. Voilà, fait que je vais essentiellement juste dire ça pour le sujet d'aujourd'hui, parce que, mais justement, si on compare avec Independence Day, c'est pratiquement la même chose, en fait. C'est que, OK, oui, il y a un complot, mais il n'est pas dirigé par
l'armée ou le gouvernement. Il est dirigé par une frange, là, dans une frange du gouvernement. Ici, ça c'est le genre de publiciste. Dans Independence Day, c'est un savant avec c'est ça, une bande là, spéciale, mais il y a quand même l'idée que les institutions sont bonnes, puis que le discours officiel est vrai, puis tout ça. Mais il y a aussi, en même temps, toujours l'idée que c'est pas vrai, mais on nous cache la vérité pour pas qu'il y ait de panique. Donc c'est quand même ça. En même temps, il se passe ça. Okay. Donc c'est pas vrai, mais en même temps, on nous cache la vérité pour pas que les gens paniquent. Et en même temps, les Martiens, dans cette version-là, l'histoire, sont tout le temps maléfiques. Okay. C'est ça, on peut comparer plus ou moins la même chose là, dans d'autres films, mais ici, alors les Martiens, les méchants, déjà leur vaisseau spatial, on nous dit que c'est la technologie des millions d'années dans le futur, mais ça a vraiment l'air ça a l'air fait avec des transistors et des lumières qui allument. Là. Ça a pas l'air... Ça fait technologie américaine des années 80. La technologie dans la base militaire qu'ils utilisent, leur écran qu'ils utilisent pour trouver... Ils regardent une carte à un moment donné avec un écran. Ça fait plus futuriste. Là. La technologie de cartographie de la base américaine fait plus futuriste que celle dans le vaisseau spatial. Mais c'est ça, les Martiens kidnappent des animaux et aussi ils ont kidnappé une fille qui se réveille en hurlant, puis tout ça, puis hyper traumatisée, puis bon, puis on découvre qu'ils ont des plans militaires, c'est ça, on découvre leurs plans militaires là, pour détruire la planète, là, tu sais. Et le truc qui est vraiment sidérant, c'est ça, c'est qu'on nous explique à un moment donné que les extraterrestres, en fait, sont le chaînon manquant. C'est ça le truc de Prometheus, là. Donc, le linguiste là-dedans, qui est le pire linguiste de l'histoire du cinéma, le linguiste remarque que tel carré ressemble à tel carré dans les pyramides, puis avec son ordinateur, il arrive à reconstruire complètement la langue. Il appert que les extraterrestres, il y a des millions d'années, sont venus sur Terre et ils ont élevé, ils ont trouvé sur place des animaux, donc, puis qu'ils ont transformés en esclaves, naturellement, et que ces animaux-là les considéraient comme des dieux et qu'il était particulièrement bien vu chez ces animaux-là, pour les femmes de ces animaux-là, de copuler avec les extraterrestres, que c'était vu comme, c'est ça, copuler avec les dieux. Donc, ça, c'est dans les textes des Martiens, là. C'est là qu'un des personnages s'exclame « Ce sont le chaînon manquant ». Donc, l'Homo sapiens et le croisement génétique de ces extraterrestres et d'une sorte d'homme de Néandertal ou quelque chose comme ça. Puis, prenons le temps d'y penser, là. Non seulement ces extraterrestres-là ont traversé l'univers pour venir voler des ressources, mais ils ont traversé la galaxie pour fourrer des singes. Puis là, ils reviennent des millions d'années plus tard pour détruire la planète des singes. Ce film a la bénédiction de la NASA. L'agence qui a tourné le film, apparemment, c'est une agence qui se spécialise dans le documentaire. Je me fie sur... j'ai vu ça en ligne hier, là, je pense sur Wikipédia, l'IMDb, donc ça serait à valider puis à vérifier, mais grosso modo, c'est ça. Le réalisateur a fait un documentaire sur les soucoupes volantes, etc. Donc, ce film-là est vraiment présenté, même si c'est clair que c'est faux, là, mais est vraiment présenté comme une version officielle. Okay? Puis il y a un message au début, puis un message à la fin qui laisse fortement entendre que c'est vrai. Okay? Puis ça finit que les Martiens vont nous envahir, qu'il faut se préparer tous ensemble pour résister à cette invasion extraterrestre. Puis on se souviendra que Ronald Reagan, président américain dans les années 80, a fait un discours à la télé, où est-ce qu'il disait « Ah, si seulement il y avait une invasion extraterrestre sur Terre, tous les peuples de la Terre pourraient s'unifier contre cet ennemi commun. » À la TV, il a dit ça, là. Okay. Il y a un épisode de X-Files qui met en scène... C'est la dernière affaire que j'ai sur le film. Il y a un épisode de X-Files qui met en scène
Ça commence par une soucoupe volante qui atterrit. Il y a un extraterrestre gris qui débarque, puis il y a de l'air menaçant. Mais à ce moment-là, il y a une deuxième soucoupe volante qui débarque, puis elle enlève le premier extraterrestre. Puis finalement, on découvre plus tard que la première soucoupe, c'est un coup monté de la CIA, quelque chose comme ça, d'un organisme gouvernemental qui veut faire croire aux gens pour leur faire peur que les Martiens sont méchants, puis tout ça. Puis c'est ça, il se fait enlever par une vraie soucoupe. Puis j'ai vu en entrevue Chris Carter, le créateur de X-Files, qui mentionné, je sais pas, je l'ai lu dans un magazine. Puis il dit, à un moment donné, j'étais assis sur un banc dans un parc, puis quelqu'un s'assoit à côté de moi, puis il dit, je vais le dire en anglais, là, « You have no idea how right you are. » Fait que... voilà. La recommandation pour aujourd'hui, c'est Starship Invasion de 1977. Alors, on est dans deux films à micro-budget américains de soucoupe volante des années 70. Puis non seulement ça, mais en plus, il y a Robert Vaughn dans les deux films. Hein? Puis c'est ça, mais en plus, dans Starship Invasion, il y a Christopher Lee. C'est le fameux film où Christopher Lee joue un spermatozoïde. Parce que son costume ressemble au costume des spermatozoïdes dans tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans oser le demander, de Woody Allen. Donc, puis c'est une histoire où il y a des gentils extraterrestres et des méchants extraterrestres, puis les humains sont pris entre les deux. Puis c'est un film, comme je l'ai dit, à très petit budget. C'est plutôt un nanar que d'autres choses, mais je l'ai vu il y a 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, après en avoir entendu parler pendant plusieurs années. Puis honnêtement, j'ai aimé ça. Je me suis bien amusé. Ça casse pas des briques, c'est pas génial, mais c'est plaisant, c'est agréable, c'est le fun, ça marche bien. T'sais. Fait que c'est une bonne série entre B et Z, là, quelque part là-dedans. Puis c'est cool, Starship Invasion. Ça fait que si vous avez le choix en Starship Invasion ou en Gare 18, je vous en conjure, écoutez Starship Invasion. C'est juste plus agréable, c'est plus amusant. Mais si vous êtes pogné là, pour écouter Hangar 18 après avoir été enlevé par une soucoupe volante de la CIA... pourquoi c'est bon? C'est bon parce que la musique est bonne. C'est pour ça que c'est bon. La musique est bonne.